plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. Et ce thème de ce jour qui s'intitule Confinement saison 2, disons non à la déprime. Je vais demander à Lisa, médecin généraliste, pourquoi ce thème? Annie, Oui. je pense que ton écran partagé. J'arrête, comme voilà. ça tu peux Merci. partager. C'est bon. OK. Alors, bonjour à tous. Alors, le thème, pourquoi? Alors, je pense que nous avons entendu dans les informations que le ministre de la Santé a stipulé que la dépression a augmenté entre septembre et novembre suite à cet état de confinement. On s'est aperçu que pendant le confinement, la distanciation sociale, le manque de relations, l'angoisse due à cette pandémie génère énormément de cas de dépression. Et nous avons voulu accompagner tant les jeunes que les personnes moins jeunes pour pouvoir, lors de cette deuxième phase de confinement, éviter de revivre ce qu'ils ont vécu pendant cette première phase. Parce qu'il faut savoir que la dépression peut être générée ou peut être favorisée par certains facteurs, mais aussi notre mode de vie, notre style de vie nous permet de pouvoir l'atténuer ou passer le cap de manière plus agréable. Donc, nous avons vraiment voulu mettre cet accent pour que vous puissiez aussi ne pas retomber dans cet état dépressif. Donc, c'est la raison pour laquelle, Nelly, nous avons décidé, le département GCV et le département de santé, de mettre en place ce dispositif avec le docteur Angerville, psychiatre, qui va pouvoir étayer pour nous quels sont les différents paramètres qui vont vous faire penser à un état dépressif. OK. Oui. Vas-y, Nelly, pour la suite, on peut continuer. Lisa a terminé sa présentation. Oui, donc du coup, nous allons passer par la prière. Oui. Alors, ne voyant pas Marlène, je vais prier. Je vous invite à prendre la position adéquate, inclinant la tête. Notre Père et notre Dieu, en cet instant, nous voudrions te remercier parce que tu nous conserves la vie, la santé, et nous voulons te louer et te glorifier pour cela. Nous allons ensemble échanger, discuter autour d'un thème qui touche la société, mais qui nous touche également en tant que chrétiens. Et nous voudrions, Seigneur, que ton esprit soit présent au cours de nos échanges et que tu puisses être aussi avec notre intervenant qui aura à nous apporter des informations, que ton nom soit élevé et que cet échange nous permette d'avancer avec toi. Et nous t'avons remis tout cela et t'avons aussi fait ces demandes au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, je te laisse la parole, Annie. Oui, pas de souci. Alors, je vais donc partager avec vous mon écran parce que nous allons faire un petit jeu. Et pour cela, je vais demander à Sabine. Sabine, est-ce que tu es là? Sabine? Sabine, je ne l'entends pas. Alors, je ne vois pas Sabine qui va faire avec vous un petit quiz. Alors, attendez, je vais peut-être débloquer les micros parce que je pense que... Hop, arrêter le partage d'écran. Je vais déverrouiller les micros de chacun. Alors, très bien. Sabine, est-ce que c'est bon pour toi?
Je ne la vois ça- pas. Oui, oui. Ok, très bon. Annie, ton micro ne fonctionne pas. Pardon, excusez-moi. Je laisse la place du coup à Sabine et à Yaneli pour un petit quiz sur la dépression. On va donc dans un premier temps évaluer un petit peu ce que vous connaissez sur la dépression, la déprime. Alors pour cela, on va vous mettre un lien que vous pourrez mettre sur vos téléphones, votre ordinateur, pour pouvoir répondre aux questions. Je sais pas comment ça marche. Alors, attendez, je vous copie tout ça et je vous l'envoie via le chat à tout le monde. Comme ça, vous pourrez participer. Hop. Et voilà. Donc, je vous ai mis en lien un petit lien pour que vous puissiez vous connecter pour avoir accès à un quiz avant la présentation de notre intervenant. Annie, excuse-moi, désolée, mais je ne sais pas comment je fais. Pour le lien, je fais comment? Clique simplement sur le lien que j'ai mis dans la barre de chat. Dans la conversation, tu vas voir, il y a un lien HTTPS. D'accord, très bien. Tu cliques dessus et normalement… Alors, ça demande un code. Le code, c'est le 333 185. OK. C'est un code qui va vous donner accès au quiz. Il est déjà là, le code, on fait quoi? Oui, oui. Alors, Anne, je crois que dès qu'on appuie sur le lien, il n'y a pas besoin de renseigner justement le code. Il n'y a pas besoin Voilà, de il y a déjà le code. Mais quand vous cliquez, ça vous connecte directement. Si je Voilà. vois bien, Tout le monde voit le… Marie-Rose, il y a Soussou, Adèle, Élise, Naomi. Très il y a bien. déjà- Donc, il y a déjà essayez de vous 17 connecter au participants. maximum. Et je vous laisse la main, mesdames. Alors, attends. Il y a déjà du monde de connecté sur la page pour le Il y a quiz. Oui. Attends, Annie, Oui. j'ai cliqué, mais j'ai rien. Non, mais Ah, vous, c'est non. plus logique. Là, dans ton chat, dans le chat. Clique Dans le chat en bas, Évidemment, ce sera moins pratique pour les gens qui ont des téléphones portables. Qui voilà, vont ce sera peut-être moins pas pratique. switcher entre le live Zoom. Mais je ne vois pas mon chat, c'est bizarre. Alors, on va faire beaucoup plus simple. Est-ce que ceux qui voient les questions, Sabine et Yaneli, est-ce que peut-être vous pouvez lire les questions à haute Ok. voix, de manière à déjà- ce que ceux qui n'ont pas accès aux questions puissent Attends. du coup les entendre et aussi répondre de leur côté. Bah, le souci, c'est que moi, Pour je déjà ne se vois faire pas une les idée. questions. Je vois les personnes qui sont connectées, mais je ne vois pas les questions. Moi, je vois les questions, mais je ne vois pas les personnes qui sont connectées. Ben, moi, Donc, vous allez travailler ensemble alors, dans ce cas-là. Bon, alors, je mets commencer le quiz. Ok. On fait un test. Mhm. Ah bah, je ne peux même pas mettre commencer le quiz. Alors, attendez, ce qu'on va faire… Voilà, je trouve. Alors, là, Ah, ça y est, je vois 23 participants. Je mets commencer le quiz. oh là là. Ceux qui sont connectés vont voir les questions en direct. Ah, ok. Question C'est numéro 1. La Très bien. dépression touche le plus souvent. Je n'ai pas les options de réponse. Alors, attendez. Les options de réponse, moi, j'ai les jeunes, tous les choix cités, les personnes du 3e âge ou les personnes actives. Ouais. Vous avez 20 secondes pour répondre à la question. Mais là, c'est le temps, il s'est écoulé, là. Donc, Oui, c'est 20 secondes pour répondre à la question. J'ai répondu. J'ai répondu, moi aussi. Donc, là la là. réponse, c'est tous les choix cités. Ouais. Question suivante. Alors, attendez. Préparez-vous, c'est que 20 secondes. Hein. Ok. Dépression et déprime, c'est la même chose. Vrai ou faux?
Je dirais non. On ne voit rien du tout. Il vous reste 10 secondes. Moi, je dis non. 5 secondes. J'ai la dépression, c'est une maladie. Hein. La dépression est une maladie. La déprime est un état passager. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, Merci beaucoup. Donc, j'étais bon. La réponse était faux. Ouais, c'était faux. On passe à la question suivante. Question suivante. La dépression peut-elle être réactionnelle à une situation de vie? Vrai ou faux? Oui. Vrai. Il vous reste 10 secondes pour répondre. C'est vrai. Effectivement, la réponse est vraie. Question suivante. Les symptômes de la dépression sont, et là, je n'ai pas les choix, moi. Alors, je les lis pour toi. Il y a l'excitation, problème de concentration, la tristesse, rougeur sur le corps, perte d'intérêt. Alors, vite, vite, parce que c'est bientôt fini. Tristesse sur le corps. C'est fini. Alors, les réponses, c'était toutes, sauf les rougeurs sur le corps. Ce n'est pas un symptôme spécifique de la dépression. Question suivante. La dépression peut-elle être un symptôme d'une autre maladie? Vrai ou faux? Oui. Je dis vrai. Il vous reste 5 secondes. Donc, la réponse était vraie. Il y a des gens qui parlent et qui disent les réponses. Si les personnes pouvaient ne pas parler. Merci. Désolée. Le micro, hein. Voilà. On passe à la question suivante. Et on essaie de ne pas dire les réponses en amont. La volonté à elle seule permet de sortir d'une phase dépressive, peu importe ce qui l'a causée. Vrai ou faux? Donc, la réponse était faux. La volonté, oui, mais pas à elle toute seule. Question suivante. La dépression est essentiellement une réaction liée au contexte de pandémie de Covid-19. La réponse était faux. Ce n'est pas essentiellement lié à ça. Question suivante. On a la 8e question. La santé mentale dépend, et je n'ai pas la suite. Alors, je te donne les propositions du bien-être spirituel, du bien-être budgétaire, du bien-être social et du bien-être physique. Il vous reste très peu de secondes pour répondre. Donc, les réponses étaient toutes sauf bien-être budgétaire, bien évidemment. Question suivante, la 9e question. Quelles activités est ou sont favorables à une bonne santé mentale?
J'ai pas la suite des propositions. Isolement social, confiance en Dieu, activité physique extrême, alimentation équilibrée. Ah. Alors, il y avait, si je me souviens bien, confiance en Dieu, alimentation équilibrée. C'est ça. Le sport, c'était pas extrême. Ah oui, c'est là que je me suis trompée. Question suivante, et c'est la dernière. Question 10. Une personne dépressive. Et j'ai pas les choix de propositions. Le restera à vie, risque de faire des rechutes, est contagieuse, peut guérir de sa dépression. Il vous reste 5 secondes pour répondre. Ok, donc n'est pas contagieuse et ne le restera pas à vie aussi. Donc peut guérir et peut aussi faire des rechutes. Donc voilà, c'est fini. Il y avait 10 questions. Merci d'avoir participé. Merci. De rien. Ton micro, Annie. Ton micro. Ah, activé, pardon. Je m'excuse. Je disais que j'espère que ça vous a mis en jambe pour la présentation qui va suivre. Nelly, je vais te laisser présenter notre intervenant. Alors, attends, Nelly, j'active ton micro. Voilà. C'est bon. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, notre intervenant du jour est le docteur Bernard Angerville, qui est psychiatre. Il est aussi addictologue et aussi chercheur à la faculté de médecine. Docteur Bernard Angerville, je te laisse la parole. Merci à tous. Normalement, là, tout est activé. Merci beaucoup une fois de plus à la fois à notre équipe parce que d'avoir initié ce projet. C'est vrai que c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis un certain nombre de temps, à la fois avec l'équipe de santé, mais aussi l'équipe de gestion chrétienne de la vie. Bien avant même le confinement, le deuxième confinement, quand Nelly m'avait sollicité pour le département de gestion chrétienne de la vie de participer sur ce projet, et bien, tout avait coïncidé naturellement. Quand on dit que les grands esprits se rencontrent, là, c'est le cas parce qu'on avait plus ou moins en tête de pouvoir apporter des éléments à la fois aux sympathisants de nos communautés, mais aussi à la population et ceux qui sont justement dans cette souffrance psychique. Parce qu'on parle souvent de vagues liées au Covid, mais on dit que la troisième vague sera plus ou moins psychologique et psychiatrique. Donc, il y a tout un intérêt croissant pour nos populations, mais aussi pour nos membres, de pouvoir s'y intéresser, de pouvoir anticiper, de pouvoir construire au fur et à mesure des éléments de réflexion, mais aussi des solutions pour pouvoir s'accompagner et accompagner ceux qui sont dans la souffrance. Donc, merci encore de la pertinence de ce sujet et merci aux équipes de Bagnolet de nous accompagner, de l'église de Bagnolet, Paris-Est, de nous accompagner dans ce projet. Alors, sans transition, l'idée pour nous, ce n'est pas forcément d'être très exhaustif, mais c'est au moins de pouvoir lancer le débat et de pouvoir recentrer un petit peu, de définir les choses pour que nous puissions savoir où nous en sommes aujourd'hui en France, dans notre réalité qui est liée au confinement. Hein. Vous avez vu qu'on l'a appelé confinement épisode 2, parce qu'il y a un premier confinement qui nous a appris certaines choses, mais aussi on arrive dans une nouvelle vague qui est un petit peu différente, mais l'idée c'est de pouvoir tirer des leçons de ce qui s'est passé et pour que nous puissions nous construire en tant qu'individus. Alors, sans transition, je vais avec vous du coup, partager ma présentation. Voilà. Et je vais mettre tout ça en forme. Parfait. Alors, oui, comme je disais, l'idée, c'est de pouvoir ensemble, de trouver les éléments autour de nous pour justement que nous puissions à la fois repérer les individus et quand nous-mêmes, nous sommes en souffrance psychique et de pouvoir trouver les portes de sortie éventuelles. Donc, l'impact psychologique du confinement a été énorme. Et là, nous n'avons pas encore fait l'état des lieux de manière exhaustive sur l'impact réel du premier confinement. Et le deuxième confinement est arrivé et nous a pris un petit peu de cours. Mais en tout cas, certains chiffres sont assez parlants. Et l'idée, c'est de pouvoir le partager avec vous succinctement. Donc, on est quand même, si on réalise sur les appels en France, sur les différentes
cellules d'écoute qui existent, les différentes lignes téléphoniques, les numéros verts qui sont à la disposition de la population, on est quand même sur 20 000 appels par jour en France pour souffrance psychique liée au confinement, ce qui est énorme. Je vous laisse faire les chiffres et faire les multiplications pour voir à quel point ça devient exponentiel. Évidemment, quand on parle du contexte du Covid, on parle du contexte du confinement et différents facteurs vont jouer dans l'impact psychologique lié à cette mesure de quarantaine. Donc, la durée, forcément, plus c'est long et plus c'est compliqué. Et au-delà de 10 jours, on sait que très bien que un individu peut rester 10 jours dans son lieu de vie sans forcément avoir des effets, mais au-delà de 10 jours, ça devient plus compliqué. Et on réalise que vient émerger au fur et à mesure différents symptômes, notamment même des symptômes de post-traumatiques liés au contexte et des comportements d'évitement et de colère aussi par rapport aux situations. Et la peur d'être infecté aussi, une peur qui est inhérente justement au virus lui-même, avec justement cette peur d'avoir le virus, de le contracter et de le transmettre des fois à sa famille quand on est en mouvement, quand on n'est pas en télétravail, quand on travaille dans le milieu de la santé. On a aussi cette anxiété de devoir être porteur du virus, même asymptomatique. Donc, l'idée aussi de la suffisance matérielle, donc la notion de manque de fourniture, manque d'alimentation, sont des facteurs qui vont venir un petit peu précipiter ou accentuer les troubles psychiques. Et aussi la perte de la routine habituelle. Si vous réalisez, tout notre mode de vie a changé. Maintenant, on passe nos journées sur Zoom, pour ceux qui sont en télétravail, on passe nos journées des fois à la maison ou dans des réunions de crise, etc., pour pouvoir s'organiser au travail. Donc, les habitudes ont changé. On ne rentre pas à la même heure, on ne peut plus forcément sortir comme on le faisait auparavant. Et tous ces changements d'habitude dans notre vie de tous les jours aura un impact certainement sur notre santé psychique. Évidemment, la réduction des contacts sociaux, les contacts physiques aussi, sont souvent à l'origine d'ennuis, de frustration et de sentiments d'isolement chez justement les personnes qui ont été interrogées à la fois dans le baromètre santé qui a été publié il n'y a pas longtemps. Donc, le manque d'information aussi de la part des autorités publiques nous laisse un petit peu dans une incertitude et qui a tendance à nous plonger aussi dans une angoisse parce que ce n'est pas très clair des fois. Et on n'a pas forcément toute une transparence sur comment les choses évoluent et comment ça bouge. Et du coup, forcément, ça génère énormément de stress et d'angoisse. La perte financière aussi peut engendrer de la colère et de l'anxiété. Donc, vous voyez énormément de facteurs qui sont liés au confinement qui vont venir justement moduler ou des fois aggraver les troubles psychiques. Alors, qu'est-ce que disent un petit peu les derniers chiffres qui ont été publiés dans un très beau papier d'une équipe danoise qui nous montrait qu'en fait, on a montré que sur le premier confinement, une augmentation des divorces. D'accord, s'il faut être pragmatique, en réalité, ce sont des chiffres qui ont été mis, une augmentation des divorces, qui est peut-être due aussi à une promiscuité qui était augmentée par le confinement. Et du coup, l'idée, c'est qu'il y a une accélération, une majoration des problèmes, avec justement des conflits qui étaient initialement larvés, qui étaient très circonscrits. L'idée était malheureusement que tout ça a explosé. On remarque quand même cependant qu'il n'y a pas plus de suicides. On n'a pas remarqué, nous, sur la structure sur laquelle je travaille, plus de tentatives de suicide en tout cas. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de dépression et aussi des syndromes de stress post-traumatique. Donc ça, ce sont que les chiffres, sur quoi les chiffres plutôt attirent notre attention. Et du coup, l'idée pour nous de pouvoir nous concentrer un petit peu sur un aspect assez spécifique, qui est la question de la déprime, et qui va un petit peu se différencier sur certains aspects de la maladie, qui est la dépression. Parce que quand on parle de dépression, on parle de troubles dépressifs caractérisés ou encore épisodes dépressifs majeurs. Là, on est sur un aspect pathologique qu'on va aborder succinctement parce que c'est une réalité aussi. Mais on va parler de ce qu'on appelle un état prémorbide, qui est un état qui va justement précéder l'entrée de la dépression et qui va créer cette vulnérabilité qui est la déprime. Et l'idée pour nous, c'est justement de pouvoir nous donner les outils parce que nous sommes tous sujets à la déprime. Il n'y a pas forcément de traitement ou d'éléments qui vont nous protéger, mais la déprime, nous sommes tous sujets à la déprime. Maintenant, l'idée, c'est de la définir et de voir comment la prendre en charge. Alors, la déprime et le fait d'être déprimé, c'est un état passager. Typiquement, on sait que c'est un moment donné qui est bien cloisonné dans le temps, où les choses ne vont pas plus bouger que ça, mais quelque chose qui ne va pas durer, qui va vite s'en aller. Par contre, la dépression, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est quand même des symptômes assez caractéristiques et qui sont durables dans le temps. Et comme je disais, c'est normal des fois d'avoir des coups de blues qui sont des fois très réactionnels à des situations de vie, donc le confinement, le Covid,
Hein, et comment ça se manifeste? Ben, c'est des fois une tristesse, une fatigue, une irritabilité, des insomnies, le fait d'avoir des difficultés de pouvoir dormir, ou encore des fois simplement une baisse de motivation dans le temps. Si on a moins d'énergie pour aller travailler, on a moins l'envie de faire certaines choses, mais tout ça est circonscrit dans le temps. Donc, pas de panique, ça ne dure pas. Hein, c'est un petit peu ça le message, c'est que d'emblée, il vous faut partir avec cette idée que la déprime est quelque chose qui ne dure pas. Parce que l'être humain, en final, va expérimenter tout au cours de sa vie et de son histoire des épisodes où il va passer de la joie à la tristesse en fonction des circonstances, en fonction des événements de vie qui vont se juxtaposer. Et comme je disais, ça fait partie d'une palette d'émotions, la tristesse, le découragement des fois et le désespoir. Mais attention, attention parce que cet état, justement, des fois où on a un coup de moins bien, ben c'est là qu'on devient de plus en plus vulnérable et du coup, où l'état pathologique peut s'installer. Et là, on bascule dans une vraie maladie dépressive. Donc, l'idée, c'est de savoir repérer et de pouvoir vite s'orienter. Alors, comment justement avoir les outils pour pouvoir se repérer? Alors, il y a une plaquette que je trouve assez intéressante de partager avec vous pour avoir un petit peu des idées de à quel moment on est dans cette déprime, à quel moment on est dans une souffrance psychique qui commence à être caractérisée. Mais du coup, c'est des fois le sommeil qui n'est pas au top. Et je pense que c'est essentiel de réaliser ça. C'est un des premiers signes qu'on remarque, on se dit, bon, je dors moins bien ces derniers temps. Là, il faut s'alerter. L'impression aussi d'être plus stressé, irritable, ou encore ce qu'on appelle des ruminations anxieuses. C'est le fait qu'on a des idées qui tournent en boucle, qu'on a du mal à s'en dépêtrer et qu'on a du mal à prendre de la distance. Ou encore des difficultés de concentration, une tristesse comme ça qui traîne, une perte d'appétit, un manque d'énergie. D'accord? Tous ces éléments-là nous signalent et c'est le corps qui nous alerte en nous disant « Attention, quelque chose ne va pas ». Et des fois, pour certains, il y a une augmentation de la consommation de toxiques, d'alcool ou de tabac parce qu'il y aura un effet anxiolytique présupposé, mais qui malheureusement a des effets extrêmement délétères sur la santé, vous le savez. Donc, quelques petits signes comme ça pour nous aider vite à nous repérer, à nous dire il y a une souffrance latente, il faut réagir. Et vous voyez que cet état prémorbide peut vite évoluer vers justement des éléments qui vont nous faire penser à la dépression. Mais c'est des éléments certes qui sont communs, mais qui sont beaucoup plus intenses. Quand on est déprimé, la souffrance psychique est telle qu'on n'arrive plus du tout à évoluer dans la vie de tous les jours. On ne peut pas aller travailler, on ne peut pas aller, si on a l'habitude, par exemple, souvent je prends l'exemple parce que mes étudiants, ceux qui regardent à midi, les 12 coups de midi sur la première, mais au final, on n'a plus envie de regarder cette émission parce qu'on n'a plus de goût à la vie. Et c'est comme ça que se manifeste à ce moment-là l'état pathologique qui vient s'installer après. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi le repérer, d'avoir une grille de lecture assez claire sur ces symptômes parce que là, il y a besoin d'une intervention de professionnels de santé, à la fois un généraliste, à la fois un psychiatre ou un psychologue, ou des fois, ça demande d'aller consulter. Alors, ces signes, ils sont listés un petit peu ici, une liste qui n'est pas forcément exhaustive, mais qui vous permet un petit peu de comprendre à quel point la souffrance est intense et elle envahit complètement toutes les composantes de la vie psychique. C'est de la tristesse, c'est de la fatigue, c'est une perte d'énergie, c'est ce qu'on avait vu un petit peu avant, mais du coup, va venir se surajouter une dévalorisation, une baisse de l'estime de soi. On a tendance à penser qu'on est inutile, une culpabilité disproportionnée aussi, une angoisse qui va traîner comme ça, une irritabilité, et l'appétit à ce moment-là où l'individu est totalement ce qu'on appelle anorexique, c'est qu'il n'arrive plus du tout à manger. Donc là, c'est des signes vraiment d'inquiétude et de gravité qui vont nous laisser vite, nous permettre de nous orienter vers quelque chose de pathologique. Et du coup, quand on arrive dans ces états-là, l'individu devient victime de lui-même un petit peu, victime de ses propres pensées, de ses schémas de pensée, et aussi de ce qu'on appelle les distorsions cognitives, qui vont justement être le terrain fertile pour justement que la pathologie s'installe et justement qui précipite l'individu dans cette dépression. Ce n'est pas un choix. On ne fait pas le choix de faire une dépression, on ne fait pas le choix d'avoir une petite déprime. On subit des fois les situations parce que ça touche le tendon d'Achille et ça nous touche dans notre vulnérabilité. Alors, que faire justement? Parce qu'on a fait un état des lieux et l'idée quand même aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter un message d'espoir et de donner des pistes de réflexion à tout un chacun en fonction de vos habitudes aussi et de votre façon de penser. Alors, que faire pour en sortir? Alors, certainement pas ignorer le problème. Parce que souvent, on se dit, bon, allez, avec le temps, ça va aller. Bon, j'en parle pas, je reste dans mon coin, ça va passer. Erreur grave, il est important d'en parler. Quand on se sent moins bien,
Ne serait-ce que, voilà, on est un petit peu plus triste, plus angoissé. Il faut pouvoir l'exprimer. Parce que le stress, des fois, et aussi le facteur de stress est très important parce qu'il va venir des fois mimer la dépression. Donc, il faut pouvoir en parler parce qu'en parler, ça lève une charge aussi sur l'individu qui est en souffrance psychique. Donc, en parler à son entourage autant que possible. Des fois, l'entourage est étayant, ce qu'on appelle un entourage étayant, c'est qu'il est empathique, il est présent. Des fois, on n'a pas d'entourage. Et là, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à s'orienter vers, pour ceux qui sont croyants, vers des membres qui sont connus pour être dans cette empathie, ou en parler avec son pasteur aussi, des fois, ça fait partie du panel des possibilités qu'on a. Et pour ceux qui ne sont pas forcément croyants, s'orienter vers des professionnels aussi, c'est une très bonne solution, et pouvoir justement échanger avec un psychologue, se présenter, aller voir son médecin, pouvoir en parler. Et bien sûr, venir sur nos communautés si vous vous sentez l'envie aussi, parce que nous sommes aussi des structures qui peuvent accueillir justement les gens qui sont en difficulté. Donc, comme je vous disais, la culpabilité, des fois, nous bloque. La culpabilité nous empêche de parler des fois, parce qu'on estime qu'on ne mérite pas, de pouvoir être aidé, on ne mérite pas d'être guéri, et du coup, autant rester dans son coin parce qu'on est une mauvaise personne, et de toute manière, on ne va pas y arriver. Et des fois, la honte aussi nous bloque, mais il faut pouvoir lever cette honte en se disant non, je vais en parler quand même, parce que je ne suis pas anormal, je ne suis pas à côté de la plaque, je peux quand même en parler. Il est important aussi d'agir tôt. C'est pour ça que cette présentation aussi vous donne des pistes et nous permet aussi d'avoir des outils pour nous repérer. C'est ça l'idée de cette présentation aussi, et de pouvoir anticiper et agir tôt, parce qu'à un moment donné, c'est très épuisant d'être toujours dans l'après, d'être dans l'agir, mais l'important, c'est de faire de la prévention aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir, pour nous, avoir les éléments et la connaissance pour pouvoir agir tôt. L'important aussi, c'est d'essayer de ne pas se renfermer sur soi et de continuer ses activités. On sait que souvent, je dis à mes patients déprimés, essayez de ne pas vous écouter. C'est-à-dire que des fois, on est son plus mauvais conseiller, et des fois, il faut se dire, bon, là, peut-être tout de suite, ça ne va pas. J'essaie de continuer, parce qu'on sait que maintenir une certaine forme d'activité, maintenir un contact social, nous permet de se décentrer de nous-mêmes et de pouvoir s'ouvrir aux autres et de pouvoir justement se confronter un peu à cet environnement et pourquoi pas rencontrer des gens qui pourront justement nous aider, nous accompagner. Donc, l'idée pour s'en sortir, c'est de pouvoir parler et d'essayer de ne pas se renfermer sur soi. Maintenant, comment on peut aider ces individus à notre petite échelle? On n'est pas tous psychologues, on n'est pas tous psychiatres, on n'est pas tous médecins, on n'est pas forcément professionnels de santé, mais nous avons une place dans l'échiquier, dans le parcours de soins, si on utilise les termes techniques, des individus en souffrance. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces gens-là. Des fois, c'est un proche qui est en souffrance, des fois, c'est un ami, et il faut avoir des réflexes un peu pour accompagner ces personnes. Et il y a des choses à ne pas dire. J'ai préféré commencer par ce qu'il ne faut pas dire. Parce que des fois, les choses aggravent plus les choses quand on dit des bêtises à ces patients ou ces individus en souffrance. Des fois, on leur dit, t'inquiète pas, tout est dans ta tête. Là, navré de vous dire que ça, c'est des choses à ne pas dire. Ou encore dire, sois un homme, sois fort, tu vas y arriver. Des fois, quand on leur dit ça, ça leur montre que l'écart qui, des fois, qui les sépare de la guérison en se disant, en fait, non, je ne vais pas y arriver, c'est un signe de faiblesse alors. Alors que non, être dans une dépression, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas être moins fort que d'autres. Non, c'est juste que c'est une vulnérabilité qui est comme ça et qu'il faut pouvoir justement moduler tout ça pour pouvoir s'en sortir. Ne pas donner des conseils non fondés ou des ordres en disant « non, tu dois t'en sortir, tu dois y arriver ». C'est un non-sens. C'est un non-sens total. Il faut éviter de dire ce genre de choses. Ou encore, l'idée, c'est de pouvoir être attentif et rassurant. Mais attention, des fois, quand on essaie de remonter le moral, ça peut aggraver les choses. Donc, l'idée, c'est d'être présent, et je vais vous donner un petit peu, avoir une boîte à idées pour accompagner quand on est dans ces moments de déprime. Ne pas dire qu'il y a des gens bien pires dans le monde, ça vous avez bien compris, sinon ça fait qu'augmenter la culpabilité en disant, voilà, je suis vraiment mauvais parce que tout le monde va bien, alors que moi, je suis incapable d'aller bien. Attention à comment on va accompagner ces personnes qui sont dans ces phases de déprime. Alors, la boîte à idées, c'est avoir du tact. Beaucoup de sujets n'ont pas l'habitude de parler de leur santé mentale. Et donc, des fois, se livrer un peu, c'est compliqué.
Donc, c'est important de pouvoir justement avoir un tact particulier. Et quand on ne se sent pas capable de gérer, vaut mieux passer la main. Essayer de ne pas parler, c'est le plus compliqué. C'est des fois, il faut juste être le réceptacle d'événements de vie, être le réceptacle d'une souffrance, être le réceptacle des pleurs de certaines personnes, parce que l'idée, elles veulent juste quelqu'un pour entendre leur souffrance. Donc, il faut ouvrir les oreilles, et excusez-moi la faute de frappe, mais ouvrir son cœur aussi. Et l'idée, c'est de soutenir, ne pas donner d'avis ou de jugement, mais de soutenir. C'est d'être présent, d'encourager des fois aussi l'individu à aller consulter un professionnel. Quand vous sentez que vous êtes débordé, n'hésitez pas à dire, mais peut-être que c'est intéressant que tu consultes pour en parler parce que je sens que c'est compliqué. Peut-être que tu t'orienter vers un professionnel de santé quelque part, d'aller voir pour ceux dans la communauté. Des fois, certains pasteurs ont cette fibre aussi, hein, d'accompagner aussi dans ces moments de souffrance. Donc, l'idée, c'est d'avoir de la compassion, de l'empathie, mais il faut connaître ses limites. C'est ce qu'on dit souvent. Hein, des fois, dans les jurys, c'est ce que je cesse de répéter, c'est de dire qu'il faut connaître ses limites, il faut savoir à un moment donné passer la main. Et des fois, il faut orienter vers le bon professionnel. Beaucoup de personnes disent, même dans nos communautés, oui, mais je suis allé voir un psychologue, mais le problème, c'est qu'il n'était pas au top, il n'était pas bien. Pas grave. La question de l'humain, c'est une question de contact. Des fois, le contact passe, des fois, le contact ne passe pas. Pourquoi ne pas s'orienter vers l'un ou vers l'autre? Des fois, il faut changer de professionnel quand le cas est nécessaire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour prévenir? Dans ce contexte maintenant du Covid, quels sont les conseils hygiéno-diététiques, comme on aime dire, un peu pour prévenir justement ces états de déprime et de dépression? Dans le contexte actuel, il faut se protéger des fausses informations. Vous avez vu le nombre de messages qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, sur Facebook, même à la télévision aussi. Il faut se prémunir des fausses informations. Et notamment aussi des informations complotistes qui traînent et qui circulent un petit peu à gauche, à droite, où il y a un déni de certain nombre de choses. Il ne faut pas être naïf non plus, mais il faut trouver un juste milieu et se prémunir des fausses informations dans un sens comme dans l'autre. Trouver les informations officielles à jour sur l'épidémie. D'accord, ne pas aller s'enquérir en des informations sur les sites officiels du gouvernement, du ministère de la Santé, sur des sites spécifiques. Vérifier si toute nouvelle diffusée sur Internet est une rumeur ou pas. Parce que là, vous réalisez qu'on va passer beaucoup de temps sur les connectés, on va passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est d'avoir un filtre assez bien aiguisé pour se dire, est-ce que cette information est vraie? Est-ce qu'elle est fondée? Est-ce qu'elle est vérifiée? Et je pense que c'est primordial dans le temps où on vit parce que tout ça va générer chez nous de beaucoup trop d'angoisse et de stress quand ça arrive. Trouver des informations fiables sur les médicaments, sur les tests. Hein, il y a des revues qui existent sur ces questions. Bénéficier de conseils pratiques validés par un conseil de scientifiques. Ça, je parle pour ma paroisse. C'est important de pouvoir se fier aussi à un consortium de personnes qui sont sans conflit d'intérêt, notamment. Alors, comme je vous disais, prendre de sa santé mentale, il faut se tenir quand même informé. Écouter les conseils, les recommandations. Et au quotidien, il faut mettre en place une routine. Beaucoup d'entre nous, comme je disais, ont changé leur habitude. Et l'idée, le défi au quotidien, c'est de maintenir une routine dans la vie de tous les jours. Compliqué, parce que là, en plus, on arrive à la période de l'hiver, on a moins de luminosité, déjà le sommeil s'est décalé. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ça est arrivé en plus au moment où on a fait le changement d'heure. Donc, il y a une forme de décalage horaire où qu'on vit actuellement qui est très brutal. Et l'idée, c'est quand même d'essayer de maintenir certaines habitudes qui auront un impact sur notre santé mentale. Ça, c'est clairement établi. J'ai un collègue qui travaille sur ces questions de chronobiologie et de troubles mentaux. C'est un sujet d'actualité. Donc, l'idée de se lever, de se coucher à la même heure chaque jour, c'est primordial. Hein, il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut pouvoir aller se coucher à la même heure et se lever à la même heure, quelle que soit l'activité. Maintenir une hygiène personnelle aussi, hein, ne pas être dans l'abus non plus sur le plan alimentaire, hein, c'est très important. Consommer des repas sains à des heures régulières, ça paraît c'est des petits détails, mais qui permettent au corps de garder ce rythme. Et quand le corps garde le rythme, l'esprit garde le rythme aussi. Faire régulièrement de l'exercice physique, primordial, avoir une petite activité, faire une petite marche. Si vous n'en faisiez pas, ben vous allez vous y mettre. C'est l'idée, c'est profiter de ce confinement pour aussi installer de nouvelles habitudes. Et des fois, juste une petite marche, hein, un petit peu. On a droit à 1 kilomètre autour de la maison, donc autant en profiter au maximum. Donc, l'exercice physique, primordial.
consacrer du temps au travail, mais aussi du temps au repos. Essayer de séparer les espaces parce que souvent, le fait d'avoir l'ordinateur à la maison fait que le travail se transvase dans l'intimité, se transvase à la maison. Donc, attention, limitez même le temps de l'utilisation de cet ordinateur. Prendre le temps de faire des activités que vous aimez, ça coule de source, mais des fois on l'oublie. Hein, il faut pouvoir se réserver du temps à soi. Comme je vous disais, donc minimiser les flux des informations, essayer de réduire la quantité de nouvelles que vous regardez ou que vous allez chercher. Les contacts sociaux sont importants, donc essayez de maintenir un contact téléphonique ou rester au maximum en ligne avec certaines personnes. Évitez la consommation d'alcool, ce qui est très, très important. D'accord? Donc là, il faut pouvoir bien gérer ces moments-là parce qu'on a montré, alors on a une étude qu'on est en train de publier, qu'on a fait chez 2000 consommateurs de drogue en France, qui a montré que malheureusement, il y en a 40% qui ont augmenté, alors qu'il y avait déjà une consommation problématique de toxiques, ont augmenté leur consommation d'alcool. Donc, on est sur des problématiques qui sont aussi de santé publique et qui nous demandent d'attirer notre attention parce que ce sont peut-être éventuellement des problèmes qui vont se majorer et se chroniciser dans le temps et arriver à des vraies pathologies liées à l'usage d'alcool ou de tabac. Un petit mot aussi sur le temps consacré aux écrans. Surveillez le temps que vous passez chaque jour devant un écran ou sur vos téléphones, ce qui est extrêmement important, et faites des pauses. Faites des pauses, reposez-vous de vos activités, passez devant les écrans, c'est primordial. Pour les enfants et les jeunes, les jeux vidéo, attention, c'est un moyen de se détendre, peut-être un peu pour certains, mais il faut avoir un équilibre dans toute chose. Et l'idée, c'est de ne pas non plus rentrer dans quelque chose d'expansif. On a montré aussi que malheureusement, le temps passé devant ces écrans, à la fois sur les jeux vidéo et les réseaux sociaux, malheureusement, est associé à une souffrance psychique aussi. Parce que, comme je vous dis, certains réseaux sociaux peuvent être pourvoyeurs de bonnes, mais aussi de mauvaises nouvelles ou nous renvoyer des choses des fois très, très négatives. Donc, il faut rectifier des fois certaines informations erronées. Mais aussi, ce qui paraît des fois antinomique, mais qui a totalement son sens, c'est le fait de devoir aider les autres dans ces moments aussi de difficulté. Si vous en êtes capable, offrez du soutien aussi aux gens de votre communauté qui pourraient en avoir besoin. D'accord, aidez-les à faire leurs courses, passer faire un petit coucou, un petit cadeau, voilà. Ça paraît tout bête, mais c'est important de se décentrer de soi-même quand on est dans ces moments de difficulté. Pas pour voir que c'est mieux ailleurs, hein, mais c'est se dire aussi qu'on peut être utile et qu'on a un rôle à jouer aussi, même quand on est dans ces moments de difficulté. Et pour terminer avec vous, sur justement ces règles hygiéno-diététiques, il y a aussi la question de la foi et de la religion, de la foi que nous avons en Dieu. On a remarqué aussi sur ce moment de confinement qu'il y a un regain d'intérêt pour la question de la religion, à la fois via les réseaux sociaux, mais aussi des fois pour ceux qui ont gardé une activité semi-ouverte, une augmentation de fréquentation. Et le Times, en plus, avait parlé, en plus, qu'il y avait une augmentation, comme je vous disais, des services paroissiaux qui ont atteint un seuil élevé lors de cette épidémie du Covid, quelle que soit la raison, par peur ou justement par regain de la foi. Parce qu'on remarque que sur les interrogés, on a quand même 19% des Américains qui ont dit que leur foi s'est renforcée, alors que 3% simplement ont dit que ça s'est empiré. Donc, vous voyez que l'intérêt de la religion est revenu. Il coiffe plus. Alors, je vais répondre aux questions tout à l'heure si possible. Alors, l'idée après, c'est pourquoi tout ça se passe? Parce qu'il y a une incertitude de l'avenir qui semble être un petit peu à l'origine de cette augmentation de la déprime, de l'anxiété. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et pour certains de nos croyants, le fait de ne plus accéder aux lieux de culte fait qu'ils se retrouvent des fois en difficulté dans leur foi. Parce qu'instinctivement, l'être humain, il a besoin, il recherche cette aide et se pose des questions. Et la foi que certains ont, que certains d'entre nous partageons, a un rôle important aussi dans cet équilibre et dans notre santé mentale. Parce qu'avoir la foi, avoir des croyances dans quelque chose qui est au-dessus de nous, le fait d'appartenir à une communauté de croyants également, sont des facteurs qui sont protecteurs. Et les études scientifiques ont clairement établi ça et ils appellent ça ce qu'on appelle le coping religieux. Le coping, c'est les mesures de défense qu'on arrive à mettre en place au fur et à mesure de son évolution, de sa croissance en tant qu'être humain, qui nous permettent d'affronter les difficultés. Et bien évidemment, la foi en Dieu, la croyance en quelque chose au-dessus de nous et l'appartenance à une communauté religieuse sont des facteurs protecteurs qui sont indéniables dans les temps que nous vivons.
Et les promesses que Dieu aussi peut nous donner dans sa parole sont des promesses que nous pouvons faire nôtres et que nous pouvons nous approprier également. Et je vous ai partagé 2 textes aussi qui sont extrêmement intéressants et qui vont vous permettre aussi, si vous êtes intéressé, bien évidemment, de pouvoir vous en approprier, de réaliser que nous vivons dans un monde certes très incertain, mais qui a certaines promesses que le Dieu dans lequel nous croyons, qui a créé toutes choses, nous propose aussi de nous accompagner. Et un psaume aussi que je trouve magnifique, le psaume 121, qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » 2 textes qui sont assez forts et assez poignants pour nous rappeler que certes, nous vivons dans une réalité compliquée, nous avons des choses à mettre en place, mais nous devons nous rapprocher aussi également de certitude, et Dieu est une certitude. Et pour terminer sur cette dernière diapo, la santé mentale est un équilibre. L'être humain est fait pour fonctionner à l'équilibre avec différents paramètres. À la fois hygiéno-diététique avec une alimentation saine, l'exercice physique, pouvoir épurer son entourage aussi, avoir un environnement sain sur le plan psychique. C'est éviter tout ce qui pourrait provoquer du stress. S'éloigner des personnes qui pourraient mettre en danger, en péril cette santé mentale. Durant le confinement, il y a aussi des conseils qui nous sont donnés pour nous débrancher des fois, nous écarter des écrans. Faire comprendre aussi que quand nécessaire de se rapprocher des professionnels de santé pour être pris en charge. Mais également, se plonger aussi dans les Écritures et de se rapprocher aussi de ce qui fait de nous que nous sommes des êtres humains équilibrés. C'est la question de Dieu et la question de la foi. Voilà différents paramètres pour vous nous rappeler que l'être humain est un équilibre. C'est une gestion, comme on dit, de la vie chrétienne, mais la gestion aussi de la vie que nous avons, à travers la santé, certes, mais une santé que nous devons préserver dans les temps que nous vivons. Merci de votre attention. Merci Bernard. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous allons passer sur le temps de questions? Est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez, vous pouvez lever la main afin de poser vos questions. Et vous avez aussi le chat. On a déjà une première question. Bernard. Alors, il va? Moi, j'ai fini. Alors, est-ce que tu peux nous retirer ton... Ah oui, le diaporama, excusez-moi. Oui, ton diapo, s'il te plaît. Voilà. On a la question de Marie-Rose. Y a-t-il un symptôme de départ indiquant la dépression? Alors, il n'y a pas forcément, parce qu'il y a différents types de dépression. Évidemment, la présentation que je vous ai faite était plus ou moins assez large, mais malheureusement, il y a différents types de dépression. Il n'y a pas un signe spécifique. Le signe spécifique, c'est surtout le changement, ce qu'on appelle rupture avec l'état antérieur. Ça veut dire que je n'étais pas comme ça il y a 1 semaine ou 2 semaines. D'accord? Ça, c'est un paramètre qui est très important pour pouvoir se dire, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord? Mais des fois, ça se manifeste classiquement comment? Ça peut être des problèmes de sommeil qui commencent à s'installer. C'est le sentiment de tristesse qu'on n'arrive pas à expliquer. D'accord? On n'arrive pas à expliquer, on a du mal à pouvoir justement mettre le doigt dessus. C'est ce qui se passe souvent. Ou encore, ça peut être le fait que on a cette boule au ventre, cette boule à la gorge qu'on n'arrive pas du tout à sortir. Ça peut être un premier signe de dépression. Mais comme je vous dis, souvent, le stress mime des fois la dépression, l'anxiété mime des fois la dépression, et tout est une question d'intensité. À quel point ça m'empêche de fonctionner? À quel point il y a un retentissement sur mes habitudes de vie? Et quand là, tout ça va venir entraver notre fonctionnement de tous les jours, et bien là, c'est qu'on commence à basculer vers une dépression, quel que soit le symptôme. D'accord, merci. Est-ce que vous en avez d'autres questions? Est-ce que ça a été clair? I hope, j'espère. Il y a d'autres questions, je crois. Alors, on a... Alors oui, la question, c'est savoir si je fais les consultations. Alors, malheureusement, je suis un petit peu éloigné généralement de la région parisienne pour les consultations.
Et si oui, oui, j'en fais, mais pas en cabinet libéral. Du coup, c'est une structure de consultation qu'on a sur le CHU, sur la moitié de mes activités. Oui. En Alors, ligne, une question. bonne question. En ligne, j'en fais pas. Ça devrait se mettre en place. Le CHU sur lequel je travaille a mis en place cette plateforme, mais ce serait possible en effet d'organiser les choses pour éventuellement être pris en charge. Maintenant, c'est la télémédecine, on est obligé de s'adapter. Hein. Aussi, la médecine s'adapte malheureusement au contexte du Covid et du coup, on met en place des nouvelles habitudes aussi. Mais oui, c'est une très bonne alternative, je suis d'accord. Il y a Natacha aussi qui demande comment fait-on quand même la foi ne permet pas ou n'aide pas à guérir de la dépression? Alors, il y a deux questions dans cette question parce que ne permet pas et n'aide pas, je vois où la personne veut en venir, mais je vais essayer d'y répondre. La foi aide toujours à en sortir. La foi seule, des fois, n'est pas suffisante parce que des fois, la foi nécessite action. Ça veut dire quoi? Des fois, il faut pouvoir non seulement développer cette relation avec Dieu personnelle, je dis bien, et quand je parle de foi, je ne parle pas de religion ou de communauté religieuse, parce que ça, c'est encore un autre aspect. Mais la foi en Dieu, la confiance en Dieu, le fait de se plonger dans les Écritures est un paramètre important et indéniable. Maintenant, il va venir s'accompagner de certaines choses qui vont venir corriger notre hygiène de vie et notre hygiène de vie psychique. Ça veut dire que quand on est, bien sûr que quand on fait une dépression qui est liée malheureusement à un contexte de vie compliqué, si on reste dans ce contexte de vie et qu'on a la foi juste avec, on ne peut pas nager à contre-courant. La foi implique des actions, elle implique aussi un changement de vie. Un changement de vie, des fois, qu'on n'est pas forcément prêt à accepter et qui nécessite a priori quelque chose qui nous ferait souffrir sur le moment T, mais qui est nécessaire parce qu'à long terme, on sait que cela peut être bénéfique. Mais je parle bien de la foi, sa relation personnelle avec Dieu. Maintenant, des fois, en effet, la religion peut être délétère et peut faire souffrir certains individus. Mais la religion en quoi? C'est à travers certaines personnes à qui on identifie la religion. C'est-à-dire que des fois, on peut être blessé par un membre d'une communauté religieuse et on va dire, mais voilà, du coup, cette communauté m'a fait souffrir. Et on résume cette communauté à cet individu. Des fois, c'est instinctivement ce que certaines personnes font. Mais en soi, ce que je peux vous encourager à faire, c'est se rattacher à quelque chose qui est infaillible. C'est s'attacher aux Écritures et s'attacher à Dieu qui est infaillible. L'être humain est toujours faillible. On sera toujours déçu par des choses qui peuvent être autour. Mais ce qui est important, c'est de rester rattaché aussi à Dieu dans ces moments de doute. D'accord? Donc, la foi importante, toujours indéniable. Maintenant, elle peut, quand elle s'exprime cette foi au travers des rites religieux, au travers de certaines choses, peuvent faire souffrir. Oui. Alors, Bernard, est-ce que je peux préciser quelque chose? Oui, alors il faut qu'on puisse préciser à ceux qui nous écoutent que notre mode d'alimentation, notre mode de vie est très important. On s'est aperçu que le microbiote intestinal déséquilibré favorisait certaines dépressions. Oui. Manger trop de sucre, ça diminue la sécrétion de la sérotonine, qui est importante dans notre bien-être. Donc, il y a plusieurs paramètres que nous devons aussi mettre en place. C'est pourquoi le docteur Angerville nous disait, il y a la foi certes, mais il y a des actions que nous devons mener pour que nous puissions avoir un équilibre, une bonne santé mentale. Exactement, c'est exactement ça. Parce que c'est, comme tu disais, la dépression n'est jamais due à un seul paramètre isolé. C'est-à-dire que si on donne les éléments qui peuvent provoquer une dépression, entre guillemets, les facteurs de risque, c'est un deuil qui s'est mal passé, une séparation amoureuse, la perte d'un travail, des difficultés financières. C'est des choses qu'on expérimente. Mais ces éléments-là, surajoutés avec, comme tu disais, des éléments dans notre rythme de vie, sur l'alimentation, en fonction de comment on va manger aussi, si on n'a pas d'activité physique également, si notre environnement psychique n'est pas bon, tous ces paramètres-là conjugués vont venir précipiter l'individu dans une dépression. Donc, l'idée, c'est de pouvoir remettre en ordre tous ces paramètres-là. Chacun pris indépendamment, on risque de taper à côté et ça risque de ne pas marcher. Si on ne corrige pas son alimentation et à la fois dans le contenu, quantitativement et qualitativement, on est forcément à risque. Je ne sais pas si un petit peu je reviens à ce que tu disais, Lisa. Donc, effectivement.
Effectivement, parce que la santé, c'est santé mentale, voilà, physique et et spirituelle. Ce sont les trois axes. piliers. Tout à fait. Ah oui, exactement. J'aurais une autre question d'une personne. Elle voudrait savoir aussi, est-ce qu'on peut te joindre par téléphone? Alors, pour l'instant, je préfère par mail parce que je suis submergé d'appels téléphoniques avec le Covid. Je préfère par mail qu'on discute un peu pour voir un petit peu si ça répond, est-ce que je peux répondre ou pas à cette question, parce que je connais mes limites aussi. D'accord? En tant qu'humain aussi. D'accord? C'est important. Donc, oui, je laisserai mon mail, je mets mon mail dans le chat. N'hésitez pas, je suis hyper connecté par mail. Par écrit, j'aime beaucoup l'écrit. L'oral, il faut que je jauge bien la situation. D'accord? D'accord. Je vous remets mon mail professionnel dans le chat. OK? Alors, une question. Oui, vas-y. Je regarde en même temps que toi, Lina. Yaline, voilà. Donc, du coup, on a une question qu'on avait sautée comment se comporter avec les personnes dépressives qui sont dans le déni et deviennent agressives? Bonne question. C'est toujours compliqué. Et c'est encore plus compliqué de les emmener aux soins. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir être ce qu'on appelle l'élément infaillible. C'est-à-dire que la personne dépressive va rentrer dans un négativisme massif. C'est-à-dire que tout autour de lui va prendre une teinte négative. Et pour lui, il ne mérite pas d'être aidé et qu'il s'attend de toute manière à être abandonné parce que sa vie a toujours fonctionné comme ça. Donc, il s'attend à ce que vous l'abandonniez aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir maintenir le même discours autant que possible en disant « Je sais que tu es en souffrance, je sais que c'est compliqué, mais je suis là pour toi. Je suis là, je peux t'accompagner. Dès le moment où tu sentiras que tu seras prêt ou prête, je serai là. » Et une fois que cet élément est faillible, quand la personne va ouvrir les yeux et se dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide. » Ben, vous serez là. L'idée, c'est de pouvoir maintenir et de travailler avec cette personne en fonction de si vous avez créé du lien ou pas. Évidemment, si vous sortez de 8000 km pour venir aider la personne que vous ne la connaissez pas, ce sera plus compliqué. Donc, il faut avoir aussi une proximité préétablie. On a aussi la question de M. Kessner. Si dépression il y a, faudrait-il plutôt chercher un psychologue ou un psychiatre? Alors, j'aime beaucoup les psychologues. Hein. Je les aime beaucoup. Maintenant, il y a deux niveaux en termes de prise en charge. Quand vous tombez sur un bon soignant, qu'il soit psychologue ou psychiatre, un travail peut être mis en place. S'il est dans cette dynamique et cette façon de penser, le travail peut être efficace. Maintenant, des fois, et là, j'en ai pas beaucoup parlé parce que l'idée, c'était de pouvoir parler à un public général, mais des fois, la dépression devient une vraie pathologie. Et quand on parle pathologie, on parle modification des synapses, on parle modification des neurotransmissions, modification de certains nombres de choses qui demandent malheureusement un palliatif temporaire, certes, qui peut être un traitement. Et quand il y a besoin de traitement, vous êtes obligé d'aller voir un psychiatre qui est médecin. D'accord? Mais des fois, le curseur, on a du mal à le placer. On ne sait pas est-ce qu'il y aura besoin de traitement ou est-ce qu'il n'y aura pas besoin de traitement. Donc, c'est à vous de vous dire, bah, écoutez, je prends le premier qui me répond. Je veux la première consultation pour en discuter. Et à ce moment-là, quand on s'y confronte, avec le psychologue, s'il sent que c'est au-delà de ce qu'il peut vous proposer, il va vous orienter vers un psychiatre. Et le psychiatre, lui, il est capable de faire le boulot du psychologue, mais c'est à lui, en fonction de sa pratique, de vous garder en consultation suivie ou de continuer avec le psychologue. Donc, le premier professionnel, psychologue ou psychiatre qui vous répond, vous y allez et qui va faire un bilan, un état des lieux de votre situation et qui va vous orienter vers le médecin psychiatre s'il y a besoin. D'accord. Merci. J'espère que la réponse a pu répondre à votre demande. J'ai Marie-Rose aussi qui demande est-ce que la dépression atteint-elle aussi les enfants? Oui, très bonne question. Très, très bonne question. Alors, j'avais fait une diapo sur la gestion du Covid pour les enfants, mais je pensais que le temps serait trop court. Oui, les enfants font des dépressions, mais pas comme les adultes forcément. Les enfants, c'est quoi? C'est le changement de comportement. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont devenir beaucoup plus agités, beaucoup plus agressifs, ou des fois beaucoup plus renfermés sur eux-mêmes. L'idée, c'est que quand on est un parent, on connaît son enfant, on connaît son tempérament.
d'accord? Et ce tempérament-là peut se modifier dans le temps. Et quand vous voyez que, justement, votre enfant n'est plus comme avant, ça peut être un signe de dépression. Vous devez réagir. Vous, de toute manière, en tant que parent, quand vous voyez que votre enfant change ses habitudes, a changé de comportement, vous dites « Ah, il y a quelque chose qui s'est passé ». Ça peut être une dépression, mais ça peut être aussi un événement traumatisant que l'enfant a vécu. Ou ça peut être une expérience de vie compliquée qu'il est en train de vivre. Donc, il faut être alerté et pouvoir s'enquérir de savoir quelle est la difficulté actuelle. Si c'est une tristesse qui est installée, à ce moment-là, ça peut être une dépression. Mais la dépression chez l'enfant, c'est souvent changement du comportement. Chez l'adolescent, c'est du coup ce qu'on appelle les conduites ordaliques. C'est du coup, je vais aller pousser le cadre, je vais aller provoquer mes parents, je vais aller consommer des toxiques si j'en ai jamais fait. Voilà, me replier sur moi-même, rester dans mon téléphone toute la journée. Ça peut aussi se manifester comme ça, la dépression chez l'adolescent notamment. D'accord? Donc, en gros, changement de comportement chez vos enfants doivent aussi vous faire évoquer qu'il y a un problème et que ça peut être une dépression. Il faut mieux le prendre comme ça. Est-ce que je peux ajouter un élément de réponse, Diana et Bernard? Bernard, effectivement, la question elle est très pertinente parce que souvent les parents méconnaissent le trouble chez les enfants. Alors, tu as donné la palette de la cause de dépression. Mon consultation, là, je suis actuellement en train de suivre un enfant qui est addict au jeu. Ah oui. On ne va jamais penser qu'il est addict au jeu, son comportement il a changé et il fait des crises quand même assez sévères, mais c'est seulement en consultation qu'on a pu s'apercevoir de cela. Les parents n'y ont pas pensé. Donc, effectivement, nos enfants font des types de dépression, mais pas de la même manière que les adultes. Docteur Angerville vous l'a dit. Donc, faites attention à ce que vous donnez à manger à vos enfants. Vous allez avoir des enfants hyper excités. Ce sont des enfants parfois qui ont trop de sucre. Le sucre a un impact assez important sur la concentration, sur le mode de vie d'un enfant qui est addict au jeu ou un enfant qui vit des épisodes traumatisants dans la vie, soit à l'école, soit au domicile. Donc, vraiment, restez très attentifs et très vigilants à cela. Et en plus, tu m'as fait penser à ça aussi, Lisa, c'est que des fois, les enfants, ils arrivent avec des symptomatologies somatiques. Des fois, il y a des demandes des enfants qui arrivent avec des douleurs au ventre, ou des vomissements, des maux de tête à répétition, des courbatures, des choses comme ça, des douleurs un petit peu diffuses. Ça peut être un signe de dépression. À l'adulte aussi, mais chez l'enfant, ça peut aussi se manifester comme ça. D'accord? C'est voilà, ce qu'on appelle la somatisation, mais en fait, c'est des troubles psychogènes. C'est qu'en gros, le corps va manifester la souffrance psychique. C'est leur manière à eux d'attirer l'attention des adultes sur leur souffrance. Exactement. Merci. On a une autre question de Lynn. Comment prendre en charge un EHP dépressif? Qu'est-ce que vous appelez EHP? Voilà. Moi non plus. Je ne connais pas. Mais est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce qu'un EHP pour toi, Lynn, pour qu'on puisse répondre à ta demande? On va passer à la demande de Flo. Ne pas mélanger la dépression. D'accord. Alors, elle a répondu. D'accord. Okay. Mais c'est HPI généralement. Je ne sais pas si, après ça dépend en France ou au Canada, ça dépend. Mais HPI. L'HPI se prend en charge comme… Alors, l'HPI, ce n'est pas une pathologie. Dis le sigle, explique ce que le sigle… Ah oui, haut potentiel intellectuel. Voilà. D'accord. Après, alors, si c'est un HPI qui est diagnostiqué, pour qui on a éliminé ce qu'on appelle un TDAH, qui est un trouble d'hyperactivité, etc., on a éliminé toutes les pathologies, ça se prend en charge comme un individu qui n'a pas d'HPI. Avec d'autres problématiques peut-être, d'accord, parce que du coup, il y a l'HPI est quand même un individu qui comment dire ça, qui fonctionne toujours avec une forme de logique intellectuelle qui est très poussée, mais du coup, elle a les mêmes émotions qu'un être humain normal. Et la dépression, on travaille sur les émotions. Et du coup, on peut centrer la chose sur l'expressivité autour des émotions. Ça peut être un angle aussi en psychothérapie sur lequel on travaille pour justement voir comment tout ça se matérialise. Mais l'HPI n'est pas totalement dans un autre monde. Les autistes, c'est une autre problématique aussi. D'ailleurs, il faudrait aussi éliminer ce qu'on appelle les Asperger. Mais il n'y a pas montré non plus qu'il y ait un tableau clinique spécifique des hauts potentiels intellectuels. C'est cas très spécifique.
Oui, et vous êtes beaucoup plus… Et voilà, les HPI sont beaucoup plus sensibles, exactement. On a la question de Flo. Ne pas mélanger la dépression et la crise d'adolescence. Est-ce que ce sont les mêmes signes? La fameuse crise d'adolescence. Je ne veux pas le dire ça comme ça, mais je n'en ai pas fait de crise d'adolescence. Mais ça alors. C'est pas, la crise d'adolescence n'est pas c'est pas quelque chose qu'il faut banaliser, mais la crise d'adolescence est une mise en question du cadre familial fait un être qui est en train de développer sa logique. C'est ça la crise d'adolescence. Et du coup, quand vous avez un adolescent qui fait ce qu'on appelle une crise d'adolescence, il faut questionner le système familial en se disant, bon, en quoi on ne répond pas tout de suite à la problématique de notre enfant? Quand on fonctionne comme ça, vous vivez avec des adolescents apaisés dans la maison. Pas que je sais pas que j'étais apaisé, hein, j'étais aussi. Hein, mais l'idée, c'est de se dire que il faut maintenant mieux faire attention. Une crise d'adolescence, ce n'est pas une crise pour dire c'est une crise de caprice. Hein, c'est un adolescent qui est en souffrance. C'est une forme d'expressivité d'un adolescent qui a une difficulté particulière. Ce qu'il est en train de faire, il est à la frontière entre ce que sa famille lui a toujours appris toute sa vie et ce que l'extérieur lui impose comme nouvelles règles. Et du coup, il est comme ça en essayant de mettre bout à bout tout ça, mais il a des difficultés à le faire. Et du coup, c'est à nous de l'accompagner pour pouvoir juste passer ce cap. OK, c'est juste… c'est comme ça. Mais du coup, la dépression, ça s'exprime… Tout est une question d'intensité. Rappelez-vous, si l'enfant, la crise d'adolescence, il prend plaisir, l'enfant. C'est-à-dire que lui, il trouve un plaisir à devoir traîner avec ses copains, il a envie de passer du temps à l'extérieur, à s'amuser, il a une envie d'indépendance. Et quand un adolescent est en dépression, il ne fait pas grand-chose avec ses copains. Et s'il fait certaines choses, il peut se mettre en danger, quoi. Donc, OK, donc il y a quand même des cadres cliniques, certes qu'il ne faut pas confondre, mais tout ça, c'est des formes de manifestation de souffrance de l'individu. Crise d'adolescence, dépression, c'est une forme d'expressivité d'une souffrance de l'être humain. Maintenant, après, c'est à qui on va adresser ces différents problèmes. Là, c'est notre question. OK. Diana, on t'entend. Oui, yes. Ben, merci pour ta réponse et tes réponses. Comme on n'a plus de questions, il faut savoir que notre Église a mis en place, notre fédération a mis en place une cellule d'écoute que vous pouvez consulter sur le site de la fédération. Je vous mets aussi le lien. Ton micro a coupé encore, Diana. Pardon. Il coupe automatiquement. Je ne sais pas pourquoi ton micro coupe automatiquement. OK, désolé. Ouais. Alors, je vous disais que la Fédération France Nord a mis en place une cellule d'écoute depuis le premier confinement, je crois. Et vous pouvez aussi consulter, ce sont des professionnels qui sont là pour pouvoir vous écouter, vous aider si vous rencontrez des difficultés. Et vous avez le lien affiché, mais je vous l'ai mis aussi sur le chat où vous pouvez avoir toutes les informations. Je laisse la personne qui devrait continuer. Alors, je vais prendre le relais. Alors, je ne sais pas si mon micro fonctionne. Oui, c'est bon, Annie. Très bien. Alors, au sein du département de la santé de l'Église de Paris-Est Bagnolet, nous voudrions également vous sensibiliser. On a parlé d'alimentation en lien avec le mental, mais on a aussi surtout voulu vous renouer avec des légumes de saison, avec des fruits de saison, pour pouvoir vous permettre de manger mieux et de manger également diversifié. Donc aujourd'hui, je vais rapidement, en quelques clics, vous présenter un légume on va dire qu'on utilise, mais qui est très peu connu parce qu'il n'est pas souvent mangé ou il est, on va dire, oublié. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Alors, hop. Nous allons donc parler du topinambour. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu le topinambour? Je vous laisse répondre dans le chat.
C'est en tout cas un légume, un rhizome hein, qu'on utilise énormément et qui est très bon pour la santé et qui, de surcroît, en plus, est de saison. Donc, vous pourrez le consommer et je vous invite vraiment à pouvoir le cuisiner pour le faire découvrir dans un premier temps à vos familles, à vos enfants, mais également chez certaines cultures où certaines pathologies sont recrudescentes. Alors, le topinambour. Le topinambour, comme je vous l'ai dit, donc, c'est une plante qui est cultivée comme des tubercules et elle est proche du tournesol, une plante qu'on connaît très bien. Le topinambour est disponible de septembre à mars dans certaines régions. Malheureusement, ce n'est pas partout dans le monde, mais si nous sommes en majorité antillais, nous connaissons bien le topinambour que nous trouvons beaucoup dans nos régions. Et en fonction des besoins également, on peut le retrouver en fonction des pays. Alors, de quoi est composé le topinambour? Vous verrez que le topinambour est composé de vitamine A, de vitamine C, de vitamine B3. Donc, la vitamine A, tout ce qui est bêta-carotène, vitamine C pour renforcer les défenses immunitaires, des fibres pour le transit, du calcium pour les os, le magnésium, la vitamine B6, le fer pour les personnes anémiées, le sodium, le potassium qui est aussi nécessaire pour le bon fonctionnement du muscle cardiaque. Et c'est un légume qui peut être consommé de plusieurs façons. En salade, alors cru c'est un peu particulier, mais il y a quelques petites astuces. Vous pouvez le manger frit, notamment des frites de topinambour, en purée, ce qui est beaucoup plus facile à cuisiner. Vous pouvez les faire sauter, vous pouvez les faire également en gratin. Et le jus de topinambour existe aussi. C'est un peu spécial, mais c'est très riche. Le topinambour est aussi composé d'un sucre qu'on appelle l'inuline. L'inuline, c'est un sucre qu'on retrouve dans l'ail, dans l'oignon, dans l'artichaut, dans le poireau, dans les asperges. Et c'est un sucre qui, en tous les cas, permet de bien absorber le magnésium, le calcium, mais qui permet également aussi de réguler le taux de sucre. Donc, les diabétiques peuvent en consommer sans difficulté parce qu'il permet de réguler tant le sucre que le mauvais cholestérol. Donc, vous pouvez en consommer. Le souci un petit peu avec le topinambour, et notamment ce sucre qu'on appelle l'inuline, c'est que c'est un sucre qui est un petit peu détruit par certaines bactéries spécifiques à l'intestin. Et le seul petit inconvénient du topinambour, c'est que cela peut provoquer beaucoup de flatulences et donner énormément de gaz, ce qui peut être un petit peu gênant. Mais c'est quand même un légume qu'on peut consommer sans difficulté. Et pour éviter justement ces quelques petits désagréments, il vaut mieux le cuire à l'eau en y ajoutant du céleri et parfois un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire pour pouvoir éviter ces désagréments intestinaux. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions sur le topinambour? Ça a été un peu rapide. Annie, est-ce que tu as des recettes? Voilà, oui. Il y a Gwenaëlle qui demande une recette. Ouais. Ah, des recettes. Alors, je pourrais peut-être vous les envoyer, ces recettes. Maintenant, il faut savoir que on peut toujours les consommer. Moi, en tous les cas, je l'ai beaucoup consommé en purée. Chez nous, aux Antilles, on consomme souvent à l'eau, hein, donc comme des pommes de terre. Mais les frites de topinambour, pour y avoir déjà goûté, c'est très bon. Je n'ai pas encore goûté le jus. On m'a laissé entendre que ça avait un goût particulier, mais que c'était très riche. Mais moi, je vous les conseillerais plutôt en gratin. Ça passe très bien parce que vous pouvez y ajouter, comme on a dit, du céleri, des carottes, des légumes que les enfants aiment beaucoup parce que, bon, on n'est pas sans savoir que les enfants, comment dire, quand c'est pas beau, quand ça n'a pas un bel aspect, ils ont un petit peu de mal. Donc, n'hésitez pas à beaucoup jouer sur la présentation, à l'allier avec des choses qu'ils connaissent. Donc, comme j'ai dit, les carottes, les pommes de terre, des légumes qu'ils apprécient. Et les frites aussi de topinambour, c'est très bon, sachant que les enfants aiment beaucoup les frites. Donc, n'hésitez pas à les cuisiner en frites. Voilà. Annie? Oui. Ce qu'on appelle topinambour en métropole, c'est pas la même chose que
Est-ce qu'ils ont les mêmes propriétés? Elles ont exactement les mêmes propriétés. En fait, en fonction des régions, elles vont se présenter différemment. J'ai bien cherché parce que je me suis aussi posé la question. Ce que nous, on appelle topinambour aux Antilles, des toutes petites patates, ça ressemble un peu à… Elles sont toutes petites, tandis que le topinambour ici, vous avez l'impression qu'il a des écailles. Elles ont exactement les mêmes propriétés nutritives. C'est juste que la présentation est différente. C'est pour ça que je vous dis, quand vous présentez à des enfants, n'hésitez pas à jouer beaucoup sur la présentation et à jongler avec des choses qu'ils connaissent déjà. Mais les propriétés sont exactement les mêmes. Voilà. Okay. D'autres questions? Alors, quelqu'un a dit, trouve-t-on en France magasins exotiques? Eh bien oui, on en trouve. Hein. Sur les marchés, c'est tout à fait de saison. Moi, j'en ai vu récemment au supermarché. Vous en avez beaucoup. Donc, c'est un fruit, comme on l'a dit dans la présentation, qu'on trouve qui est disponible de septembre à mars. Donc, c'est le moment pour en consommer. Vous allez en trouver sur tous les étals des marchés et, comme je vous l'ai dit aussi, notamment dans les grandes enseignes. D'autres questions? Non, il n'y en a pas d'autres. Très bien. Alors, écoutez, moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour vous présenter un autre légume qu'on a tendance à oublier ou qu'on connaît très peu. Toujours? Ah, vous êtes là? Oh, ben je peux descendre. J'arrive. Ben oui. Nous entendons la voix d'un tout petit. Un tout petit, oui, je crois. Oui. Alors, la prochaine fois, on vous présentera en tous les cas d'autres légumes que vous pourrez également présenter à vos tables. Et aussi… On va t'habiller. On va mettre le pilou. Voilà. Alors, le but du département santé, c'est de pouvoir aussi vous faire prendre conscience que votre hygiène alimentaire a un impact soit sur les maladies que vous allez développer, sur la santé mentale, la santé physique. Et c'est la raison pour laquelle on va vous parler pendant le confinement, on ne sait pas, peut-être dans un mois, développer d'autres thématiques pour que vous puissiez vraiment prendre conscience que vous avez un impact à jouer sur votre mode de vie et sur votre santé. Donc, Annie nous a expliqué le topinambour, mais nous avons aussi d'autres légumes qui ont aussi un impact aussi positif sur notre santé mentale. Alors, nous remercions l'équipe de la GCV, l'équipe de la santé et le docteur Angerville, qui fait aussi partie de l'équipe de santé. Et l'équipe de santé souhaiterait vous entretenir la prochaine fois sur le lobe frontal. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le lobe frontal? C'est le centre de nos décisions. Et le plus souvent, ça se manifeste lorsqu'on a une atteinte du lobe frontal par des carences, par des démences, pardon. Et vous allez me dire, démence, dépression, ça va être la même chose. Alors, docteur Angerville, quelle est la différence entre dépression et démence? Alors, là, on m'entend, oui. Là, simplement, la démence, c'est un processus neurodégénératif qui va venir, entre guillemets, accélérer l'altération des cognitions. C'est quoi la cognition? La cognition, c'est la mémoire, c'est l'attention, la concentration, la capacité qu'on a de s'organiser et qui peuvent être atteintes dans certaines pathologies, notamment de l'atteinte du lobe frontal. Et l'idée, c'est de pouvoir… Alors que la dépression, on est sur… alors, si on parle vraiment de neurobiologie, sur un appauvrissement de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine. Et du coup, là, on est sur quelque chose où c'est l'humeur qui est atteinte, alors que dans la démence, là, on voit que c'est une atteinte plutôt de la mémoire, de l'attention, qui est très sélectif, indépendamment de l'humeur qu'on a, quoi. Alors, lors de notre prochaine thématique, nous allons avoir le témoignage d'un pasteur connu aux Antilles, qui, tout au long de 2 années, on a pu observer qu'il avait une démence. Et vous allez vous rendre compte que c'était en grande majorité par un trouble ou un déficit au niveau alimentaire. Donc, il a fallu environ 2 ans pour qu'il puisse retrouver ses fonctions cognitives. Mais c'est un reportage qui est intéressant, donc ne le ratez pas. Continuez à nous suivre un peu sur les réseaux et nous vous donnerons la date de notre prochaine thématique que nous allons développer.
Mais je pense que la GCV aussi vous propose aussi une thématique qu'elle va bientôt mettre en place. Lisa, il y a une question. Oui. Qu'en est-il de la déficience intellectuelle? Ouais. Est-ce que c'est en lien ou pas? Je suppose que la personne veut par rapport à ce. Je ne sais pas si tu peux répondre au pire. Oui, vas-y. Vas-y, Bernard. La déficience intellectuelle, c'est une diminution drastique de ce qu'on appelle du quotient intellectuel. C'est qu'en gros, c'est des individus qui, soit de manière congénitale ou soit secondairement suite à un traumatisme, qui vont avoir une baisse du niveau d'intelligence. D'accord? Le niveau d'intelligence se définit pas simplement par l'attention, la mémoire, mais c'est aussi la capacité qu'on a de s'adapter au quotidien par rapport aux nouvelles situations. Déficience intellectuelle, le terme technique, c'est vraiment une diminution du QI. C'est aussi simple que ça. D'accord? Avec un certain seuil, bien évidemment. En dessous de certains seuils. OK. Nous, la GCV, on vous remercie aussi d'avoir participé et d'avoir eu cette collaboration avec la santé ainsi que la santé, pardon, excusez-moi. Alors, notre prochaine rencontre certainement se fera soit en présentiel, soit par visio, comme aujourd'hui. Et nous allons discuter sur le livre Parabole de Jésus, le chapitre Les talents, afin de mettre en lumière les talents que Dieu nous demande d'avoir, en tout cas, dans nos vies de tous les jours, et d'avoir les recommandations de Jésus là-dessus. Et ainsi que de voir quels sont aussi les talents qu'on a et qu'on n'arrive pas à mettre en lumière. Voilà. On va passer au remerciement. Alors, notre programme touche à sa fin. Nous remercions, nous espérons que ce moment passé ensemble a été bénéfique pour vous comme pour nous. Nous louons le Seigneur de ce qu'il pourvoit à tous nos besoins, aussi bien physiques que mentaux et spirituels. Nous remercions tous les intervenants qui ont animé ce programme, ainsi que chacun d'entre vous d'y avoir participé. Nous avons une pensée spéciale pour la sœur Lisa Kipidon, pour ce moment de deuil. Pensons à elle dans nos prières et à sa famille. Juste petite chose à rajouter, il y a Madi qui m'a demandé de vous saluer tous. Elle n'a pas pu rester, mais en tout cas, elle remercie tout le monde. Elle était heureuse de nous voir et elle vous envoie un salut à tous. Voilà. Donc, nous allons terminer ce partage. Et nous avons été heureux de vous avoir et nous allons terminer avec la prière de Marie-Rose. Nous pour la prière. Alors, Père éternel, grand Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, de bonté, de grâce, tu nous as donné ce privilège béni de pouvoir partager des choses et nous te louons pour cela. Dans ta parole, tu dis, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. Aujourd'hui, papa, nous savons, toi tu le sais, toi qui gouvernes tout, qui dirige tout, qui contrôle tout, notre pays est souffrant, notre pays est malade à cause de ce virus. Et nous sommes passés par confinement, déconfinement, nous sommes aujourd'hui reconfinés et beaucoup de tes enfants souffrent. Il y a beaucoup qui sont dans la déprime, qui sont dans la détresse, qui dépriment beaucoup et il y en a qui sont même en dépression. Nous te supplions, mon Dieu, de venir à leur secours, d'être avec tous ceux, mon Dieu, qui ont écouté et qui puissent, papa, et qui sont dans la déprime, ceux qui ne le sont pas aussi, et remplis-les de ton saint amour, parce que nous savons que tu peux tout. Rien n'est impossible pour toi. Ô Dieu d'amour, guide-nous chaque jour par ta parole, car ta parole est la vérité. Mon Dieu, bénis tous les intervenants,
Le docteur Angerville particulièrement pour les conseils, papa, les outils qu'il nous a donnés afin que nous puissions remarquer où nous en sommes dans la déprime. Nous te glorifions pour cela. Nous te remercions aussi nous remercions aussi Annie parce qu'Annie nous a, par ce légume, nous a expliqué tout ce qui en découlait. C'est un légume de saison. Et nous savons que notre santé, papa, passe par l'alimentation. Guéris ton peuple, mon Dieu. Viens à leur secours. Viens au secours de tous ceux qui sont déprimés et puisses-tu mettre à leur portée des personnes disposées à leur venir en aide. Bénis tous ceux qui étaient là aujourd'hui, les internautes, mais nous avons une pensée pour notre sœur Lisa qui vit un deuil. Papa, c'est pas toi, tu n'as pas créé la mort. Au contraire, tu as créé des êtres parfaits. Nous n'étions pas censés passer par la mort. Mais nous savons que maintenant que c'est là la mort, il y en a beaucoup d'entre nous qui souffrent, qui ont perdu un être cher et qui souffrent dans leur chair. Viens au secours de cette famille, console-les, visite-les, mon Dieu, et remplis-les de ton amour. Ô Dieu, nous t'avons prié dans le doux nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Jésus, ô Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. Alléluia. Dieu du son de mon cœur, ô Dieu du son de mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant.